Alors, Dr Marianne Papillon œuvre au CIS des Îles depuis 2003 et elle est médecin conseil en santé durable et planétaire depuis 2 ans à la direction régionale de santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Elle vient aujourd'hui nous présenter un état de situation des vulnérabilités climatiques pour le territoire, de même que les impacts de ceux-ci sur la santé de la population, et nous parler également des inégalités sociales face au changement climatique. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Marianne Papillon. Bonjour tout le monde. Ça a été dit un petit peu, mais disons que le but avec notre présentation ce soir, c'est de vous informer sur ce que les différents ministères puis instances font en matière d'érosion puis de submersion. Ultimement, on souhaite qu'en recevant toute cette information-là, que vous repartiez en vous sentant plus éclairé sur ce qui se passe et sur quels sont les projets, comment est-ce qu'ils sont menés, qui fait quoi, et en quoi ça vous touche aussi personnellement puis vos proches. Et puis moi, plus spécifiquement, je viens vous parler des résultats de notre étude. On l'appelle l'étude VRAC. C'est l'étude de vulnérabilité régionale au climat. Mais moi, je viens de vous parler de la portion Île-de-la-Madeleine. S'il y en a parmi vous qui étaient là l'année passée au Forum Horizon 2025, ça va ressembler un peu dans le contenu. Mais là, le but, c'était de le présenter vraiment là, à la population. Donc, quand on parle d'un sujet comme ça, puis quand on s'y intéresse au point de venir écouter des conférences un jeudi soir, c'est possible qu'on se sente déjà très concerné là, par ces phénomènes-là. Puis c'est même possible qu'on ressente une certaine éco-anxiété et que ça se peut aussi donc que les présentations de ce soir viennent augmenter votre malaise. Donc, ça se peut par moment que vous vous sentiez moins bien avec les informations qui sont données. Mais sachez qu'en tout cas que ce n'est pas notre but de vous alarmer, c'est vraiment de vous informer, vous donner l'heure juste. Puis on espère vraiment contribuer à vous outiller, à développer un sentiment de confiance par rapport à ce qui se fait et à ce que vous ayez un peu le sentiment que vous avez du pouvoir d'agir. Donc, avant de commencer, je vous propose de prendre un moment pour vous demander chacun à quel niveau se situe votre éco-anxiété. Donc, sur 10, vous sentez combien éco-anxieux? Et puis, je parle d'éco-anxiété, mais il y a toutes sortes d'émotions. Ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être la tristesse. On a perdu quelque chose, on est inquiet pour quelque chose. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'on parle d'éco-émotion peut-être plus que d'éco-anxiété. Puis, dans le fond, posez-vous la question, donc, combien sur 10? Puis là, je nous invite, dans le fond, collectivement, à être juste assez éco-anxieux. Fait que je m'explique, c'est normal de ne pas être à 0. Et puis, l'idée, c'est de ne pas être à 10 non plus. Et puis, dans le fond, c'est que l'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie. Donc, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas anormal. Au contraire, c'est une réaction normale et lucide face à une situation qui est anormale. L'éco-anxiété, elle nous aide à passer à l'action. Donc, elle est mobilisatrice. Et puis, il faut se servir de ce sentiment-là comme d'une énergie à l'intérieur et puis entre nous pour passer à l'action. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. En fait, cette énergie-là nous sert à nous adapter. Si on n'est pas éco-anxieux, on ne change rien, c'est pas bon. Donc, l'idée, c'est d'être juste assez éco-anxieux, puis de ne pas non plus se laisser paralyser par cette peur-là ou que ça vienne submerger, créer des tensions et tout ça. C'est sûr que si ces émotions-là sont trop fortes, puis que vous vivez de la détresse ou que ça nuit à votre fonctionnement, puis tout ça, il faudrait peut-être penser consulter. On s'entend que c'est pas ça qui va régler les changements climatiques, mais ça pourrait nous aider à, justement, à s'adapter puis à passer au travers de ça.
Et puis, dans ce sens-là, bien, vous avez là, les ressources ici là, que vous pouvez contacter facilement aux îles. Donc, je rappelle la ligne 811, là, Info Santé, c'est une super porte d'entrée, pour l'accueil psychosocial. Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise ce soir, vous n'avez pas envie d'entendre certains bouts, c'est correct de se fermer les yeux et les oreilles de temps en temps, d'aller prendre une bouffée d'air. Mais sérieux, je vous invite à revenir de temps en temps parce que c'est quand même des messages d'espoir aussi. Même s'il y a des informations des fois difficiles à entendre, c'est aussi de l'espoir sur le fait qu'il y a des choses qui se font. Et puis, il y a des opportunités, sincèrement. Donc, la santé. On va commencer par là. Qu'est-ce que la santé? La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Fait que quand on dit c'est quoi les effets des changements climatiques sur la santé, ça inclut nécessairement une prise en compte de tout ça. Donc, c'est très large. Donc, la santé, c'est pas juste l'absence de maladie puis de déficience. Puis, il y a plusieurs choses qui déterminent notre état de santé. Les soins et services de santé, c'est une chose, mais c'est pas ça qui est responsable le plus de notre état de santé, c'est les conditions dans lesquelles on vit. Donc, ça dépend surtout des facteurs sociaux et environnementaux qui nous permettent d'être en santé. Puis quand on ne l'est plus, puis ça, bien là, on a besoin de soins et services. Exemple de choses qui vont nous affecter, c'est sûr qu'on va avoir, mettons, la génétique, nos habitudes de vie, puis tout ça. Mais ça, OK, on peut le choisir, mais il y a un bout qu'on ne choisit pas. Pourquoi qu'on fait tel choix de santé? Pourquoi qu'on décide de vivre à tel endroit ou tel autre, tout ça? Il y a notre milieu familial, il y a notre tissu social, il y a notre éducation, il y a nos revenus. Il y a plein de choses qui déterminent les choix qu'on fait et, au final, notre état de santé. Il y a la politique, la culture, l'économie, la guerre, la paix, etc. Et puis, il y a la solidarité sociale aussi qui existe. Quelle aide qu'on peut recevoir, quel filet social qui existe. Alors, tous ces facteurs sociaux-là, finalement, c'est des puissants déterminants de la santé. Fait que vous allez m'entendre dire le mot « déterminant de la santé » ce soir, puis c'est à ça que je réfère. Mais tout ça, là, ça peut juste exister dans des conditions qui permettent les écosystèmes, là, les plantes, les animaux, tout ça, qui soient encore là. On en a besoin là, pour manger, respirer, boire. Et puis, des conditions physiques qui permettent la vie. Alors, quand on voit les choses comme ça, dans le fond, c'est le déterminant de la santé suprême de tout, c'est l'environnement dans lequel on est et le climat. Alors, ce n'est pas étonnant que quand on regarde la santé sous cet angle-là, ben, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il dit que les changements climatiques, c'est la plus grande menace à la santé. Excusez, ça, c'était la carte des déterminants de la santé. Puisque vous avez tous les cercles qui disent, dans le fond, les milieux de vie à proximité dépendent de milieux de vie plus grands, de la communauté, puis tout ça, puis d'un cadre légal, puis d'un cadre planétaire, OK? Avec la citation de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit vraiment que c'est la plus grande menace à la santé. Bon, mais sachez qu'en même temps qu'on dit ça, je vous disais qu'il y a des choses difficiles à entendre ce soir, ça c'en est une pas pire, mais en même temps qu'on dit ça, on dit aussi qu'agir sur les changements climatiques, bien, ça représente la plus grande opportunité de santé mondiale du 21e siècle. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour réduire les gaz à effet de serre, puis pour s'adapter, bien, c'est autant d'opportunités pour venir intervenir dans le bon sens, finalement, sur nos déterminants de la santé, pour en faire des facteurs de protection collectifs. Alors, justement, la Direction de santé publique Gaspésie-les-Îles, on a voulu préciser de quelle façon les changements climatiques vont affecter la santé de la population locale. Puis pour ça, on a évalué la vulnérabilité climatique aux îles. Être vulnérable au climat, ça veut dire quoi? Ça implique premièrement d'être exposé à un aléa climatique. Deuxièmement, d'y être sensible ou d'avoir des effets. Puis troisièmement, ça implique d'avoir une capacité d'adaptation limitée qui fait qu'on n'a pas parvenu à
prévenir ou réduire ou se remettre de ces effets-là. Ça prend ces 3 choses-là pour être comme vulnérable au climat. Et c'est ces 3 composantes-là que l'étude est venue préciser par une collecte de données, des avis d'experts, des grilles d'analyse. Et puis tout ça, c'était basé sur des projections, des scénarios climatiques qu'on se projetait jusqu'en 2050. Et puis, je vais vous le dire, c'était des projections quand même pessimistes. On a fait cet exercice-là. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais on a fait cet exercice-là. Et puis, dans un horizon, donc, à 2050, selon une vision pessimiste, voici ce qui en ressort. Donc, sans entrer dans les détails, il fera plus chaud dans toutes les saisons, environ 3 degrés Celsius. Ça veut dire des étés plus chauds et plus longs, un allongement de la saison de croissance. Fait que c'est bon pour nos jardins, mais en même temps, ça favorise l'assèchement des sols. Il y aura moins de neige, moins de glace, on le vit déjà. Ça va s'accentuer. Et puis ça, bien, c'est une des causes de l'érosion, puis ça va s'accélérer aussi. Il y aura plus de précipitations, surtout au printemps et en hiver. Ils vont être plus intenses. La mer, bon, sera plus chaude, on le voit déjà. Elle sera plus acide, plus élevée. Puis en termes d'élévation de la mer, si on se rapporte plus loin, là, les données qu'on a, c'est pour 2100. Le scénario, il parlait de 1,6 mètres, donc 1,5 mètre à peu près d'élévation du niveau de la mer en 2100. Et ça, c'est quand c'est au repos. À ça s'ajoutent les marées, les vents, les ondes de tempête, donc ça peut être très, très important. Ça pourrait impliquer la submersion des terres basses et des cordons dunaires, puis ça va aussi, bien sûr, accélérer l'érosion. Donc, les événements météo extrêmes seront plus fréquents et plus intenses, donc les grosses tempêtes, les choses intenses. Alors, résultat, bien, selon Ouranos, d'ici 2050, le recul du trait de côte sera de 80 mètres en moyenne pour les côtes basses sablonneuses et de 38 mètres pour les falaises rocheuses. Donc, vous avez ici ce qui ressort finalement de l'analyse de vulnérabilité climatique aux îles, point de vue de la santé, mais pour santé très large. Et vous voyez en rouge les aléas auxquels les risques d'exposition sont jugés élevés et pour lesquels les conséquences sur la santé aussi sont jugées élevées. Et on a donc érosion, submersion, tempête et précipitations atypiques. Les atteintes à la biodiversité, ils ne faisaient pas encore partie de notre cadre d'analyse à ce moment-là. C'est pour ça qu'elles ne se retrouvent pas là, mais on va les intégrer quand on va faire la mise à jour. Puis il se pourrait qu'elles se retrouvent dans le rouge ou sinon dans le jaune. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte, nous autres aux îles, quand on pense changement climatique. Alors, juste vous dire, c'est très différent que tout le reste du Québec, parce que ça, c'est un exercice qui a été fait partout au Québec. Dans les autres régions, ce qui ressort beaucoup, c'est la chaleur, la pollution aérienne, puis le dégel du pergélisol. Fait que vous voyez à quel point c'est différent pour les îles. Aussi, quand on y pense, pas tant étonnant. Hein? Je ne pense pas que vous tombez en bas de votre chaise que je vous dise « Ah oui, c'est ça qui ressort pour les îles ». Mais peut-être que ce qui est plus étonnant, c'est en quoi ça a de l'impact sur la santé. Alors, les impacts qui ressortent le plus fortement, en fait, c'est les impacts sur la santé mentale. Donc oui, il peut y avoir des impacts sur la santé physique, des accidents, des choses comme ça. Si on a déjà une maladie chronique puis qu'on se retrouve mal pris ou coupé d'accès du centre hospitalier, oui, il peut y avoir toutes sortes de choses au niveau santé physique. Mais c'est vraiment plus les impacts psychosociaux qui ressortent. Quand on pense au stress que ça peut nous faire vivre, à l'insécurité, au traumatisme qu'on peut avoir, aux dommages matériels, puis à tous les défis financiers que ça peut représenter individuellement puis collectivement aussi. Et ça peut amener des pertes d'accès à des biens, à des soins, à des services.
Puis à la longue, bien, ça peut venir qu'à effriter le tissu social et affecter la santé mentale. Donc, ces impacts-là, il peut en avoir des immédiats sur le coup s'il arrive quelque chose, mais souvent, ça va être plus à long terme. C'est plus insidieux. Puis, on ne va pas aller consulter à l'urgence parce qu'on a de l'érosion, mais ça se peut que ce soit la goutte d'eau qui fait tomber, qui fait déborder le vase, puis que finalement, bien, on s'en porte mal plusieurs années après avoir, par exemple, vécu un grand stress juridique ou financier, ou etc. Donc, les changements climatiques, ça touche vraiment tout le monde. C'est pas juste une question de « j'ai-tu de l'érosion sur mon terrain », c'est vraiment, ça touche la collectivité. Sauf que quand on fait partie de groupes qui sont déjà désavantagés ou sensibles, bien, les conséquences sont plus grandes. Puis, pourquoi? Parce que ces personnes-là sont plus souvent touchées, puis sont touchées plus fortement. Par exemple, aux îles, on va penser aux personnes âgées, aux aînés. On va penser aux personnes qui ont moins d'argent, à celles qui ne sont peut-être pas allées à l'école aussi longtemps, aux personnes qui font des métiers dehors, qui sont plus exposées, à celles qui ont des difficultés de logement ou dont le logement n'est pas adapté ou qui sont isolées géographiquement. Et puis, il y a aussi des éléments qui ressortent à propos de notre capacité d'adaptation. Premièrement, en lien avec l'insularité. Donc, on peut penser que ça nous amènerait à avoir plus de coupures de services, des bris d'approvisionnement, d'avoir moins de support de l'extérieur du fait de l'insularité. Puis, cette chose-là, elle est encore plus vraie quand on ne vit pas sur l'île de Cap-aux-Meules, hein, aux extrémités, ils le vivent déjà, mais ça serait encore plus exacerbé. Deuxièmement, il y a, au niveau de la démographie, il y a quand même un autre enjeu qui se vit en même temps, c'est qu'on a plus de personnes âgées en proportion dans notre population, puis on a moins de personnes de l'âge de la population active pour assurer les services. Par contre, comme élément positif, bien, l'insularité, ça nous amène aussi à avoir de l'expérience puis des apprentissages. On a déjà vu plein de choses, on a déjà traversé des crises, on a aussi un historique de résilience. Et puis, on a un très fort soutien social qui existe déjà et sentiment d'appartenance. Alors, ce qu'on note, en fait, c'est que les capacités sont inégales. Donc, juste l'image, là, c'est pour vous dire que le changement climatique, c'est comme un escalier roulant qui va par en bas, puis qui entraîne les gens par en bas, surtout si on est au bas de l'escalier. Alors, si on est déjà désavantagé, on est déjà au bas de l'escalier, puis qu'on essaye de monter, puis l'escalier descend, c'est encore plus difficile que si on est en haut, on a juste une petite marche à monter, puis c'est correct. Fait que ça, c'est une image qui marque pour expliquer de quelle façon les changements climatiques viennent augmenter les inégalités. Et ça, bien, il faut se rappeler que, premièrement, c'est injuste, puis deuxièmement, bien, c'est évitable. Pourquoi c'est évitable? Parce qu'on peut agir sur plusieurs déterminants de la santé pour protéger la santé de tout le monde. Voilà l'image que je voulais vous... Donc, la bonne nouvelle, c'est que bien, quand on cherche à réduire les gaz à effet de serre ou à adopter un mode de vie plus durable et adapté, on peut effectivement intervenir favorablement sur les déterminants de la santé. Donc, si on pense alimentation, mobilité durable, achat local, verdissement, etc. Et puis, bien, quand ces mesures-là, en plus, sont collectives, ça a encore plus d'effet. Puis, il faut que ça soit mené aussi avec un souci d'équité puis d'inclusion pour favoriser que les inégalités ne soient pas augmentées. Et vous avez ici quelques exemples de mesures collectives d'adaptation qui ont eu lieu ou qui sont en cours aux îles. Alors, il y a eu plusieurs mesures administratives dont vous allez entendre parler ce soir. On peut penser, par exemple, au comité de rétablissement post-Fiona, au bureau de projet en érosion-submersion côtière, au cadre d'intervention en érosion-submersion, au comité interministériel de la Pointe de Grande-Entrée, à l'engagement de la communauté maritime des îles pour un plan climat, puis à la révision du schéma d'aménagement qui est en cours. On a aussi des mesures plus de type infrastructure, qui est renforcement du réseau routier contre l'érosion. On va en entendre parler aussi ce soir. Les recharges de plage, la Grave, le Cap-aux-Meules, étang Héré. Il y a toutes les solutions axées sur la nature
comme les actions de restauration et d'aménagement en milieu côtier, les actions de conservation de la faune, de la flore, puis des actions dans la communauté, comme l'association touristique a fait un projet en adaptation, et puis on a le carnet d'urgence climatique aussi, là, qui est disponible sur le site du CIUS des îles, puis vous pouvez venir vous informer à notre kiosque. Alors, pour terminer, dans le fond, les changements climatiques, ça a vraiment un impact sur la santé, même l'érosion-submersion, et puis surtout au niveau de la santé mentale. Et c'est les personnes les plus désavantagées qui auront les plus grands effets, malheureusement. Et donc, l'action climatique, elle est bonne pour la santé de tous, particulièrement pour les plus vulnérables, puis en autant qu'on s'assure d'être inclusif puis équitable dans les mesures d'adaptation, puis nos processus de décision, puis tout ça qu'on met en place. Et puis, bien, pour que justement nos mesures bénéficient à tout le monde, il faut viser des actions collectives préventives. Alors voilà, j'espère que je ne vous ai pas amené en zone trop éco-anxieuse, puis que, dans le fond, la perspective santé va nous amener collectivement à être juste assez éco-anxieux. Merci.